Frédéric Péché va-t-il rejoindre la liste des tueurs en série français ? Le procès de l'ancien anesthésiste s'ouvre ce lundi 8 septembre devant la cour d'assises du Doubs. Il est accusé d'avoir empoisonné 30 patients, dont 12 cas mortels durant ses fonctions. Alors qu'ils étaient endormis pour se faire opérer, tous ont subi des arrêts cardiaques inexpliqués. Seul dénominateur commun de ces incidents, le docteur Frédéric Péché. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Un procès hors norme où l'accusé devrait une nouvelle fois clamer son innocence face aux familles des victimes qui attendent des réponses depuis maintenant plus de 10 ans. Comment les investigations ont-elles fini par remonter la trace de l'anesthésiste ? Quelle réponse ce procès hors norme va-t-il essayer d'apporter ? Je suis Pauline Revenat et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Sylvain Allemand, bonjour, vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com. Bonjour. Florimond Bauget, bonjour, vous êtes le fils de Sylviane Bauget, l'une des victimes présumées de Frédéric Péché. Nous reviendrons avec vous sur vos attentes précises à quelques jours du début de ce procès. Mais d'abord, retour sur cette affaire. Sylvain, tout commence en 2017 à la clinique Saint-Vincent de Besançon. Oui, le 11 janvier 2017, Sandra Simard se rend dans l'établissement pour une opération qui s'annonce en principe sans problème pour soigner une douleur au dos. L'intervention nécessite une anesthésie, rien d'inquiétant pour une mère de famille de 36 ans en pleine santé. Pourtant, dans le bloc opératoire, l'intervention vire au cauchemar. Au bout de 45 minutes, Sandra fait un arrêt cardiaque. Dans la clinique, la panique s'installe, mais la patiente va être sauvée grâce à l'intervention de Frédéric Péché. L'anesthésiste n'est pas responsable de l'opération, mais il est appelé en renfort et réussit à relancer le cœur de Sandra en lui administrant un médicament bien particulier. Et cet incident va être le point de départ d'une affaire tentaculaire. Oui, l'arrêt cardiaque de Sandra reste sans explication et l'intervention miraculeuse de Frédéric Péché interpelle. L'anesthésiste en charge de l'intervention ne comprend pas comment son collègue a pu avoir l'intuition d'administrer un médicament bien spécifique. Elle partage son questionnement avec le chef du service réanimation du CHU. L'homme pousse les soignants à analyser le matériel médical utilisé pour l'opération de Sandra. Des analyses qui vont être inquiétantes. Eh bien oui, une concentration de chlorure de potassium environ 100 fois supérieure à la normale est découverte dans l'une des poches de perfusion. Le défaut de fabrication est écarté, faute d'anomalies similaires dans le lot. Rapidement, la clinique signale les résultats à l'Agence régionale de santé et le parquet de Besançon finit par ouvrir une enquête. Petit à petit, des employés de l'établissement se souviennent de plusieurs cas d'arrêt cardiaque non résolus et l'ombre d'un acte malveillant commence à planer au-dessus de l'incident qui a touché Sandra. 9 jours plus tard, le 20 janvier 2017, les enquêteurs se déplacent à la clinique pour saisir les poches de perfusion de Sandra. Et au même moment, le cœur de Jean-Claude, 70 ans, s'emballe à son tour sur la table opératoire avant l'injection d'un médicament qui le stabilise. Des résidus d'un anesthésique local sont découverts en concentration toxique dans son sang, dans la poche perfusée et dans les seringues, un produit qui n'a pas pourtant été utilisé dans son protocole de soins. Et durant leur investigation, les enquêteurs vont découvrir que plusieurs cas étranges ont eu lieu dans cette même clinique. Oui, tout à fait. Le malaise de Jean-Claude met les enquêteurs en alerte. Ils épluchent les procédures judiciaires en cours et découvrent 2 cas mortels de patients en bonne santé au sein de la même clinique. En 2008, Damien, 53 ans, meurt durant l'opération de l'ablation de l'un de ses reins. 8 ans plus tard, Laurent, 50 ans, ne survit pas à l'opération de son épaule. Une concentration toxique de lidocaïne est découverte pour l'un, de tramadol pour l'autre. Au premier semestre 2009, la polyclinique de Franche-Comté, elle aussi installée à Besançon, connaît à son tour 3 arrêts cardiaques inexpliqués au bloc opératoire. Là aussi, une concentration de potassium bien supérieure à celle entendue est découverte dans les poches de perfusion de Nicole, la dernière patiente de cette série. La police finit par recenser 70 cas d'arrêt cardiaque. Et autour de tous ces cas, un seul nom gravite. Oui, c'est celui de Frédéric Péché. En 2017, le parquet de Besançon ouvre une information judiciaire contre X pour empoisonnement. La liste des personnes ayant travaillé au sein des 2 établissements est épluchée et c'est le nom de l'anesthésiste qui finit par ressortir. D'abord parce qu'il est le seul médecin doté des compétences d'anesthésiste et réanimateur à avoir officié au sein des 2 établissements sur la période des faits. En 2009, il quitte Saint-Vincent pour faire un bref passage à la polyclinique. L'établissement enregistre alors 3 événements indésirables graves cardiaques en 3 mois. L'arrêt de la série coïncide avec le départ du docteur Péché et son retour à la clinique Saint-Vincent où les événements inexpliqués reprennent jusqu'à sa mise en examen. Et Sylvain, un mode opératoire se dessine au fur et à mesure de l'enquête. Oui, la pollution discrète des poches de perfusion ou de flacons à l'aide de seringues. Pour ce faire, l'empoisonneur doit percer la membrane des contenants afin d'y injecter un ou plusieurs produits. Le tout avant que l'opération des patients commence, qui est bien souvent programmée en début de matinée. Or, un médecin est bien connu pour arriver au petit matin à la clinique, le docteur Frédéric Péché. L'anesthésiste a d'autres petites habitudes, comme venir à la clinique comme bon lui semble, farfouiller dans les tiroirs de la pharmacie, rapporter des médicaments et du matériel de suture à son domicile,
apporter sa sacoche et prendre en charge des patients de ses confrères, parfois à leur demande. Sur les 30 événements indésirables graves retenus, l'anesthésiste participe à la réanimation de 23 patients qui ne sont bien souvent pas les siens. Autre coïncidence troublante, l'anesthésiste est souvent positionné à proximité du bloc où le cœur d'un patient s'emballe. Il peut alors intervenir rapidement et administre toujours l'antidote sans même connaître le symptôme dont souffre le patient. Dans ce procès, l'un des enjeux, Sylvain, ce sera de comprendre le mobile de ces empoisonnements. Oui, un scénario semble tirer son épingle du jeu, celui de la vengeance. Au fil des auditions, les enquêteurs vont se rendre compte qu'une très mauvaise ambiance règne dans le personnel. Une rivalité tenace entre les anesthésistes qui empoisonne la vie de l'établissement depuis plusieurs années. De nombreuses disputes existent et le docteur Pichier y participe. Les forces de l'ordre font l'historique des conflits dans lesquels est impliqué l'anesthésiste et remarquent un point troublant. De nombreux incidents inexpliqués touchent les patients de confrères avec lesquels il est en litige direct pour des questions d'ego ou d'argent, de gestion de planning, de rivalité ou autre inimitié. Une concordance qui validerait le mobile de la vengeance. Ce stratagème permet aussi au docteur d'affirmer sa position dans la clinique en passant pour le sauveur. Alors ça, c'est les résultats des investigations. Mais Frédéric Péchier, lui, il clame son innocence. Oui, Frédéric Péchier se dit innocent depuis le début de l'affaire. Ses versions évoluent au gré de l'instruction et des expertises. Il accuse notamment certains de ses confrères de complotisme. Au micro de BFM TV, l'anesthésiste dit comprendre la colère des familles des victimes, mais annonce vouloir se battre une dernière fois durant le procès. Et il assure aussi qu'on aurait vendu aux victimes une fausse affaire. Le docteur souligne aussi avoir été victime d'un empoisonnement de patients. En 2017, Frédéric Péchier endort un homme de 70 ans. Au cours de l'opération, l'homme fait un arrêt cardiaque sans explication. Rapidement, le docteur découvre trois poches de paracétamol percées et grossièrement polluées. L'anesthésiste va à la rencontre des enquêteurs présents dans la clinique pour enquêter sur l'incident impliquant Sandra et leur indique que lui aussi il a été victime d'un acte malveillant. Un empressement qui interroge les forces de l'ordre sur place. Les enquêteurs pensent que Péchier aurait mis en scène cet empoisonnement pour s'innocenter et se ranger du côté des victimes. Pour son avocat historique, l'affaire repose sur une construction intellectuelle et non sur un faisceau d'indices. L'ancien anesthésiste comparaît libre à partir de ce lundi 8 septembre et risque la réclusion à perpétuité. Merci beaucoup Sylvain pour ce rappel des faits. Alors Florimond Bauget, je le rappelle, vous êtes le fils de Sylviane Bauget, l'une des victimes présumées de Frédéric Péchier. D'abord, merci d'être avec nous. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire, ou plutôt celle de votre mère? Comment et pourquoi s'est-elle retrouvée au contact du docteur Frédéric Péchier? Bonjour, merci. Alors ma maman Sylviane s'est fait opérer de l'épaule donc en avril 2015 à la clinique Saint-Vincent. Elle souffrait donc de son épaule gauche qu'elle avait du mal à lever. Elle avait 57 ans et donc elle a fait un arrêt cardiaque inexpliqué en fin d'opération. L'opération se passait bien et juste à la fin elle a fait un long arrêt cardiaque de plus de 50 minutes qui l'a laissé finalement en état de mort cérébrale et elle est décédée quelques jours après donc à l'hôpital. Et il se trouve donc que c'est le docteur Péchier qui a administré donc, le traitement à ma mère, qui est tout de suite arrivé sur place, puisque en 4 minutes, il intervient dans le bloc, puisqu'il n'était pas là, ce n'était pas sa patiente. Il établit un diagnostic pour une complication finalement rare, et il administre le traitement et prend en main donc, cette longue réanimation. Et à quel moment vous avez compris que la mort de votre mère était peut-être liée à ce médecin? Très rapidement, visiblement. Alors, on s'est tout de suite posé des questions, effectivement, mais à la base, on n'a jamais pensé, on ne s'est même pas interrogé sur l'intervention de Frédéric Péchier. Par contre, lorsqu'on a su en 2017 qu'il y avait un empoisonneur ou une empoisonneuse à la clinique, ça a été un choc. Et c'est là qu'on a découvert qu'en 4 minutes, Frédéric Péchier, donc le mis en accusation, était intervenu et avait pris en main la réanimation. Mais à son décès, vous demandez des explications à l'hôpital? Vous avez un début de réponse ou au début, il n'y a pas vraiment d'explication? Il n'y a pas vraiment d'explication, comme dans la plupart des cas d'ailleurs, pendant effectivement 2 ans, puisqu'elle est décédée en 2015 et Frédéric Péchier a été mis en examen en 2017. On était vraiment dans l'incompréhension totale. On avait eu plusieurs réunions effectivement avec le chirurgien et l'anesthésiste de ma mère qui avaient essayé de nous expliquer que c'était donc un aléa thérapeutique et pas une erreur médicale. Donc un aléa thérapeutique, c'est la faute à pas de chance. Je vous rappelle que votre maman était très jeune. Elle était très jeune, elle était en pleine santé, elle avait 57 ans, elle n'avait eu aucun souci particulier de santé. Jamais on n'aurait imaginé, ni elle ni nous, qu'elle puisse faire quelque chose de semblable pour une opération de l'épaule. C'est quelque chose de mécanique, on ne doit pas mourir d'une opération de l'épaule. Et on l'a vu quand nous sommes revenus sur les faits, l'instruction a été longue. Comment vous avez vécu cette période, vous? Ça a été long, effectivement, long en rebondissement aussi, parce qu'on a pris un peu connaissance de l'ampleur de l'enquête au fur et à mesure des années, finalement. Voilà, on a été reçus par
la police judiciaire qui nous a entendus, qui a pris notre déposition, et puis on était informés régulièrement par notre avocat et puis aussi par l'association qu'on a décidé de monter pour justement s'entraider et puis échanger entre toutes les victimes. Alors aujourd'hui, le procès va s'ouvrir lundi 8. Qu'est-ce que vous attendez de cette audience précisément ? On attend d'avoir des réponses, que le docteur Péchier parle, s'exprime, parce qu'il l'a pas toujours fait. Il a beaucoup fait valoir son droit au silence. Donc on attend qu'il réponde aux questions, qu'on parle des victimes, du fond du dossier, et pas seulement de la forme, mais voilà, qu'on parle aussi des victimes de ce qui s'est passé, de tous ceux qui ont eu la vie brisée, et qu'on parle d'eux, oui. Le procès, il va durer un long moment, il va durer 4 mois. Selon vous, est-ce que c'est le temps suffisant pour tirer au clair cette tentaculaire affaire ? Je ne sais pas, je dirais que oui, c'est certainement suffisant, en tout cas c'est même peut-être long. Je ne connais pas pour ma part les tribunaux pénaux, donc je ne peux pas vous dire comment ça se passe, mais ça me paraît long, 4 mois. Mais en fait, ils vont reprendre de manière chronologique tous les faits qui sont reprochés au docteur Péchier. C'est la raison pour laquelle, comme il y a 30 cas à étudier, tout à fait, eh bien, on a besoin d'autant de temps. Visiblement. On a déjà un planning, et puis effectivement, ils vont reprendre la chronologie, mais ils vont casser un peu cette chronologie. Donc pour le dernier cas, le patient de M. Gandon, et puis le cas de Sandra Simard que vous évoquiez, qui sont quand même 2 cas qui sont pour moi importants. Est-ce que vous entendez aller déposer, est-ce que vous êtes appelé à déposer à la barre, et est-ce que si oui, vous avez préparé des mots spécifiques à adresser à Frédéric Péchier ? Alors oui, je pense qu'on ira à la barre au moment où on débattra donc, du dossier de ma mère, c'est-à-dire en novembre, donc c'est pas tout de suite, on n'a pas évoqué encore trop ça pour le moment, on ne sait d'ailleurs pas trop comment ça va se passer pour le coup, mais si on doit aller à la barre, on ira, mais j'ai pas de message particulier pour Frédéric Péchier. Okay. Peut-être des questions. Ouais. Justement, dans les questions à poser, Frédéric Péchier, pour sa défense, dit qu'on a vendu une fausse affaire aux familles des victimes. Quel est votre sentiment sur cette défense ? Sa défense, oui, elle est changeante. Pour moi, c'est pas du tout une fausse affaire, c'est un dossier qui est considérable. Enfin, il y a des années d'enquête, c'est 40 000 pages de dossier. Enfin, pour moi, le réquisitoire, il est accablant. Tout est accablant sur Frédéric Péchier, et on n'a plus l'ombre d'un doute aujourd'hui. Pour nous, on est tous persuadés qu'il est coupable de ces faits, et on comprend même pourquoi au final maintenant. Et pendant toutes ces années, le plus difficile, c'était de comprendre pourquoi il a pu faire ça. Aujourd'hui, quand on voit la personnalité, ce qui se passait à la clinique, etc., on comprend que c'est lui, on comprend mieux pourquoi il a fait ça. Vous l'avez évoqué brièvement il y a quelques instants. Quelles sont les relations que vous avez pu tisser entre vous, votre propre famille, et les autres familles de victimes ? Est-ce qu'il y a une espèce il y a une association, vous l'avez dit, mais est-ce qu'il y a quand même une espèce de communauté qui va qui a appris à vivre ensemble pendant l'instruction et qui va se côtoyer pendant ces 4 mois de procès ? Effectivement, on est une communauté. Après, c'est vrai qu'on voit tous un peu les choses aussi différemment. On a tous aussi des objectifs différents. Il y en a qui ont perdu des proches, il y en a qui ont gardé un handicap. Donc chacun vraiment a une vie, ou en tout cas appréhende les choses différemment, je dirais. Je sais qu'il y en a qui n'iront pas au tribunal, d'autres qui iront tout le temps. Donc vraiment, voilà, chacun voit les choses différemment. Mais c'est vrai qu'on a toujours été déjà ensemble finalement pour les audiences, etc. Et on essaie d'échanger le plus régulièrement possible, effectivement, sur ce qui va se passer. Et j'aimerais revenir sur vos relations que vous entretenez avec la clinique. Quelles sont-elles aujourd'hui ? Est-ce que vous entendez aussi des explications de leur part, ou voire des excuses ? Puisque d'une certaine manière, ils sont responsables des agissements du docteur Péchier sous leur toit, si je puis dire. Effectivement, et ça a duré 8 ans. Hein. Donc oui, ils sont responsables. Après, je pense que c'est le procès du docteur Péchier. Pour le moment, c'est lui qui doit apporter des réponses. Viendra peut-être le moment que la clinique apporte ses propres réponses aussi. Mais oui, c'était trop long. On ne peut pas croire que certaines personnes ne se soient pas rendues compte de ce qui se passait, puisque même des infirmières avaient bien compris qu'il y avait des soucis dans cette clinique. Donc ça a duré trop longtemps, oui. Merci beaucoup, Florie Monbauget, d'avoir été avec nous. Courage pour le procès. Merci, Sylvain. Merci, Pauline. Voici pour cet épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Tous nos épisodes sont à retrouver sur bfmtv.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine.